Paul-Marie Couteau est un énarque, haut fonctionnaire, essayiste et homme politique, plutôt orienté souverainiste et vers une réunion des droites. Voilà. Et il va nous aider à Merci. trouver des idées pour ces quelques mots. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à ce colloque et surtout de m'avoir assigné un sujet que, au fil du temps, en préparant mon petit topo, j'ai trouvé tout à fait passionnant. Comment pouvons-nous concilier nos appartenances, et spécialement les trois grands groupes d'appartenance politique, l'appartenance locale ou régionale, nous sommes corses, poitevins, alsaciens, etc., et les appartenances nationales, grand sujet, mais aussi comment concilier nos appartenances nationales, autre grand sujet, et l'appartenance européenne. Ce sont les trois grandes appartenances politiques. J'écarte bien entendu l'appartenance nihiliste, pour reprendre le gimmick de Rémi Soulier tout à l'heure, c'est-à-dire l'appartenance qui n'en est pas une, l'appartenance du citoyen du monde, l'appartenance universelle qui ne signifie rien, et sur laquelle d'ailleurs on ne construit rien, surtout pas politiquement, mais même pas esthétiquement d'ailleurs. L'universalisme est laid, ce qui est mondialiste est laid. Et évidemment, la beauté ou la laideur est un signe politique. On ne l'a pas assez vu comme ça, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi les appartenances de base, car nous avons tous besoin d'appartenir. L'enfant sauvage qui n'appartient à rien devient fou et meurt. L'appartenance familiale, l'appartenance de la tribu, l'appartenance à ce qui fut longtemps une tribu de base essentielle, c'est-à-dire le village. Mais ça, ce ne sont pas exactement des appartenances politiques, puisque tout le monde se connaît, il n'y a pas de médiation politique. C'est tout à fait la question politique dans son centre, cette histoire d'identité. Je ne comprends même pas d'ailleurs comment on a passé tant de temps à le nier et comment il paraît incongru que l'on s'intitule, qui me paraît la moindre des choses, identitaire. Quand ce mot est apparu, il m'a paru évident que nous étions tous identitaires, en tous les cas. Moi le premier, et qu'il n'y a pas de plus grand délice sur Terre, justement, que d'appartenir, d'avoir une identité, de s'accrocher à quelque chose qui vous parle, qui vous a précédé et qui vous suivra, et qui, au fond, permet d'échapper à tous les individus isolés que nous sommes, guettés par une fin probablement tragique, à moins qu'on ne meure jamais, je n'en sais rien, d'échapper en tous les cas au néant et d'échapper à la simple condition de nous-mêmes ou au simple plaisir de nous-mêmes dont on a assez vite fait le tour. Et d'ailleurs, c'est au point que la politique, c'est l'affirmation d'abord de son identité. En quoi la politique dépasse de beaucoup, comme on le dit bêtement à Sciences Po, la simple question de la gestion des choses. Si nous nous battons tant, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière la politique, qui est de l'ordre de nous-mêmes, bien entendu. Et il faut accepter cette dimension-là de la politique. Alors, laquelle choisir? Laquelle faut-il privilégier? Et faut-il en privilégier parmi ces grands groupes d'appartenance? La continentale, l'Europe pour nous, la nationale, la France pour nous, et la région, chacun la sienne, ou le lieu. Ça peut être très local, ça peut être l'île-dieu, ça peut être la vaste Aquitaine. Bien. Je commence par celle-ci, puisque finalement, c'est celle qui a été le plus niée, et je fais tout de suite un mea culpa. Elle a été beaucoup trop niée par, vous avez utilisé le mot, et même d'ailleurs le mot souverainiste, qui est un peu embarrassant quand on arrive à une tribune, parce que le mot est devenu complètement, enfin j'ai été un des premiers à l'utiliser, et essayer de le faire passer dans le vocabulaire, mais enfin il a été chargé de toutes sortes de choses pour lesquelles je ne suis rien du tout, mais notamment une idée jacobine de centralisation, c'est-à-dire de destruction des appartenances élémentaires. Et vous en avez rajouté, cher madame, d'ailleurs, en disant que j'avais été élève de l'ENA, alors là tout de suite on est dans la statocratie pure et dure, jacobine et ignorante de ce que ces imbéciles appellent les territoires, c'est-à-dire de ce qui fait l'humus de la France. Bon, mea culpa, oui, il y a un jacobinisme ridicule qui a nié cette appartenance de base, qui est très certainement l'une des plus satisfaisantes d'un point de vue esthétique, du point de vue aussi de l'engagement politique.
Autour de moi, je vis en Charente, les gens ne s'engagent plus tellement pour des partis politiques, par contre ils s'engagent pour sauver un paysage de l'enlaidissement d'éoliennes ou pour protéger des champs contre des contaminations de pesticides. C'est une appartenance extraordinairement féconde parce qu'elle parle à l'âme, en réalité. C'est la voix du cœur dont parlait Rémi tout à l'heure, via Boutan, à moins que ce soit Boutan via Rémi qui parlait des appartenances du cœur. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une ignominie que d'avoir, pendant 2 siècles, substitué à ce que la monarchie avait réussi, en fait, de lente unification de ce qui s'est construit peu à peu en se nommant la France, en une espèce d'hystérie centralisatrice qui a fini par ne se penser possible que si elle détruisait les autres appartenances antérieures. C'est toujours ce à quoi il faut veiller, ne pas détruire une appartenance parce qu'on s'attache à une autre. Alors certes, l'appartenance locale a ses vertus, je vous dis, c'est un cadre de participation tout trouvé, très actif en ce moment, et certainement salutaire de ce point de vue-là. S'il y a un renouveau, il vient de l'attachement aux terres, au paysage, à sa région, à l'histoire de sa région. Quand je me suis installé en Charente, j'ai cherché des histoires de Charente, je pensais qu'il y en avait 2 ou 3. Il y en a des dizaines, et pourtant la Charente n'a pas vraiment beaucoup d'histoires. Sans parler des histoires de la Corse, du Pays Basque, etc., qui sont extraordinairement riches. Bon, mais quant à traduire ça en une appartenance politique au sens plein, c'est-à-dire celle qui permet de participer au monde, car la politique, c'est aussi et peut-être d'abord la participation au monde, ce qui me permet de dépasser mon individualité misérable et éphémère en une action sur l'univers. Là, je dois dire que c'est la faiblesse du cadre local, enfin, une des faiblesses. Je passe sur l'autre, c'est qu'elle n'a pas d'homogénéité, c'est-à-dire que les uns diront qu'ils appartiennent à la vallée d'Aspe, c'est joli mais c'est pas grand, d'autres diront qu'ils appartiennent à l'Auvergne, ça a plus de dimensions, ou à la Bretagne. Ce sont des identités flottantes en plus, parce que la Bretagne, on ne sait jamais si on inclut le Mont-Saint-Michel ou la Vendée ou Nantes, donc c'est difficile de traduire ça en appartenance politique exclusive. Mais surtout, le grand défaut, c'est qu'on n'est pas à la taille minimale, à mon avis, pour agir sur le monde. Je veux bien que la Corse soit indépendante, enfin je le veux bien, je le regretterai, mais enfin ça n'enlèvera rien à sa valeur. Ou la Catalogne, ne restons pas en France, mais quelle action un Catalan, un Corse, un Basque ou un citoyen de la vallée d'Aspe ou de l'île d'Oléron aura sur le monde. On n'imagine pas un siège à l'ONU et encore moins un droit de veto au Conseil de sécurité accordé à la Bretagne ou à la Corse. Là, il faut un relais. Et le relais, l'histoire l'a donné, c'est, à mesure que s'élargissait les champs de l'univers, c'est plus que la cité, c'est cette forme supérieure de la cité, à moins que ce ne soit qu'une cité de plus large échelle, qui est la nation. La nation a cet avantage, pour le coup. Tout au moins quand on est français, peut-être quand on est luxembourgeois, c'est moins simple, ou sri-lankais. La France est un instrument, je continue à le penser, peut-être que je serai le dernier à le penser, mais rien ne m'empêchera de poursuivre à plaider cette cause. La France est un instrument de participation au monde. Ce n'est pas parce qu'une succession de gouvernements de rencontres n'en font rien que pour autant elle n'est pas potentiellement une voix dans le monde. Je crois d'ailleurs qu'elle le reste. S'agissant de la France, quand elle dit son mot sur un sujet ou sur un autre, je vibre autant que à l'idée d'appartenir à une région valeureuse. Et au fond, ça n'est pas pour moi inconciliable du tout. La nation apporte ce que l'appartenance locale n'apporte pas. Elle a pour autant des insuffisances. Alors l'insuffisance de l'État-nation, c'est pas un grand sujet, tout au moins c'est un sujet vaste, car
les exemples en sont multiples, et notamment en raison de la petite classe politique qui se charge des affaires de la nation et qui n'y entend à peu près rien, et cela depuis à peu près un demi-siècle. Plus de 30 ans en tous les cas. Mais il y a un grand défaut, outre de circonstances, c'est qu'elle n'a pas la taille suffisante pour répondre à de multitudes de défis mondiaux. Ça aussi, c'est une évidence. J'ai été longtemps député européen, enfin longtemps, 10 ans député européen. Je me suis bien rendu compte que quand il s'agissait de lancer de grands programmes, on ne les lance pas d'ailleurs, de protection de nos industries, de recherche, l'Union européenne fait très peu de recherche. Alors, il faudrait commencer par là. Par exemple, un programme de recherche sur le génome humain, c'est extraordinairement long, coûteux. Il est absurde que et ça continue d'ailleurs, que des laboratoires de Saclay et de Birmingham et de Milan travaillent sur à peu près les mêmes programmes sans que nous les lions. Or, c'est justement fait pour ça, l'échelle européenne. Bien entendu, alors je passe sur les différentes utilités de l'échelle européenne, par exemple en matière de lutte contre la protection de l'environnement, bien entendu, les nuages n'ont pas de frontières, comme on dit, mais il y a une nécessité qui fut longtemps concentrée sur la nation et qui ne peut plus l'être. C'est peut-être une des nécessités politiques les plus fondamentales, c'est la nécessité de défense. Pour autant que je sois souverainiste, et là aussi j'ai un autre mea culpa à faire, c'est que beaucoup de souverainistes en peau de lapin, enfin qui ont appris le souverainisme à l'école maternelle, je pense à quelques personnages qui ont inspiré Marine Le Pen, au temps pas si lointain, de sa splendeur, le souverainisme ne s'oppose nullement, dans mon esprit, il s'oppose à l'idée de refuser la destruction des nations, oui, mais nullement à l'idée de construire une architecture plus ample au-dessus des nations, et notamment en matière de défense. Je ne pense pas que les frontières soient suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas nécessaires, frontières nationales. Par exemple en matière commerciale, de protection commerciale, par exemple en matière de lutte contre le narcotrafic ou n'importe quelle autre organisation type mafieuse qui transcende bien entendu les frontières nationales. Mais surtout en matière de ce qui est le premier des dangers aujourd'hui pour tout Européen normalement constitué, c'est-à-dire l'invasion migratoire, comme disent des gens sensés, notamment Nicolas Dupont-Aignan, qui vient d'écoper d'une amende de 5 000 €. Enfin, il est encore en discussion pour avoir utilisé cette formule qui est pourtant visible à l'œil nu. Là, il est à peu près évident que la défense, elle est européenne ou elle n'est pas, ou elle ne sera pas. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant supprimer le cadre de l'État-nation et même les frontières nationales. Et je reprendrai volontiers une formule de Philippe de Villiers. En bon marin, il observait que pour protéger la coque des navires contre ce qu'ils peuvent rencontrer en haute mer, il fallait 2 coques. Au cas où la première céderait, il faut une seconde. Je crois tout à fait à la théorie des 2 coques, c'est-à-dire aux lignes de défense successives. D'ailleurs, je pense que les militaires ont toujours prévu derrière la première ligne de défense une seconde. Bien. Et au fond, quand on balaie ces 3 appartenances avec chacune leur faiblesse, je les ai esquissées à toute allure, et chacune leur force, on trouve le problème assez facile à résoudre. Il n'y a pas d'opposition, au fond, entre ces identités. Aucune n'est suffisante, chacune est nécessaire. Et là, je m'assure, alors, contre les mauvais souverainistes qui croient qu'en dehors de l'État-nation, il y ait point de salut, mais aussi contre des gens, je me souviens avoir participé à une réunion où il y avait beaucoup d'identitaires militants, on préparait une manifestation, et je disais que je n'avais aucune difficulté à utiliser ce terme, politiquement il ne me gêne pas, mais quelqu'un me disait, oui, mais vous tenez à l'État-nation, ça veut dire que vous ne pouvez pas être identitaire. Folie. Je crois que plus on est corse, plus on est français, justement, et plus on est français, plus on est européen. L'ennemi ou l'adversaire, l'opposition, elle n'est pas entre ceux qui sont attachés à un cadre local ou régional ou national ou supranational.
c'est pas entre nous l'opposition, c'est pas entre ces différents cadres d'appartenance, c'est entre ceux qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent à rien. Justement, le nihilisme contemporain. Et au fond, je crois que c'est comme ça que l'on peut construire ce que j'appellerais une identité heureuse, c'est-à-dire se sentir assez lié à chacune des appartenances politiques qui s'offrent actuellement sur le marché. Peut-être que d'ailleurs, elles se modifieront au fil du temps. Mais il y a une dernière question que je voudrais traiter, c'est les appartenances complémentaires. Si vraiment en chacun d'entre nous, nous les sentons complémentaires, sachant bien que nous sommes, je ne sais pas, bretons, flamands, andalous, et européens, et espagnols, ou français, ou belges. Enfin, belges, ça pose plus de problèmes. Enfin, pour nous, l'appartenance est tout de même assez nette. Est-ce que l'on peut multiplier à l'infini les appartenances ? Ben, je ne crois pas. Je crois qu'on les sent en nous-mêmes. Je ne crois pas qu'on puisse être, je ne sais pas, je ne crois pas à la binationalité, par exemple, autre qu'européenne. Grand débat de droit positif actuel. La binationalité franco-algérienne est une ignominie parce qu'il n'y a pas d'emboîtement entre l'appartenance à la Haute-Kabylie, par exemple, et l'appartenance nationale et l'appartenance européenne. Pareil pour la Californie, pareil pour le Pakistan. Je ne crois pas que l'on puisse, pour autant qu'il y ait se fécondant l'une l'autre des appartenances multiples, il n'y a pas pour autant une infinité d'appartenances que l'on pourrait choisir, ce que font beaucoup trop les hommes modernes qui se transplantent comme des, j'allais dire comme des arbres. Non, parce que les arbres que l'on transplante, ben, ils se cassent la figure. Ça, il n'est pas utile de réfléchir très longtemps pour le savoir, encore que tout le monde moderne le nie. Il y a très certainement, c'est non seulement une façon de concevoir la politique, mais c'est presque une façon d'être heureux, je trouve. Une conciliation, une harmonie heureuse entre tout ce qui fait ce que nous sommes, à condition de cesser de nous déchirer en nous-mêmes et de privilégier un aspect de nous-mêmes par rapport aux autres. Et finalement, ce que je disais à l'instant doit nous guider en face d'un péril qui guette l'Europe, pas pour la première fois avec cette vigueur, encore qu'il est certainement beaucoup plus, étant donné les équilibres, ou plutôt les déséquilibres démographiques, il est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus dangereux et beaucoup plus dramatique qu'elle ne fut jamais, cette menace d'invasion. Je crois que cultiver chacune de nos identités est la seule façon de construire des môles de résistance, et c'est pourquoi je voudrais qu'il y ait, là comme ailleurs, vous disiez que j'étais partisan de l'union des droites, certes, je n'ai jamais compris pourquoi les droites se divisaient à ce point, et je ne comprends pas pourquoi nous continuerions à nous diviser entre nationaux, européistes et provinciaux. Merci beaucoup de votre attention. Merci Monsieur Couteau pour cet appel.